J'étais allée pas dans le cadre de Rollback Malaria, mais dans le cadre du sommet de la francophonie, puisque j'accompagnais le président. Et oui, j'ai fait une opération, une action là-bas avec Rollback Malaria. J'ai rencontré aussi des enfants sorciers, j'ai rencontré des femmes qui avaient subi ces viols. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Je projette d'y retourner. J'ai comme projet d'aller dans le Kivu et dans l'hôpital du docteur Mukwege à Panzi avec Yamina Benguigui. Donc nous essayons de monter cette mission prochainement et peut-être de ramener le docteur Crézé s'il est prêt à repartir. Ce combat au contraire aux côtés des femmes violées de RDC. Donc nous avons missionné 4 médecins, dont le docteur Crézé ici présent, qui sont partis entre 15 jours et 1 mois à l'hôpital du docteur Mukwege pour se rendre compte sur place de ce qui se passait, puisque nous avons aujourd'hui du mal à obtenir des témoignages. Eux les ont contractés directement sur place. Okilioyo eleki passé akoluka kanzela onakuzwa nzela ya bomoi tinani pasi oyo esilakate. Alors, attendez, ça marche, voilà. Et merci à Maud Salomé et Kila surtout de nous avoir prêté cet extrait de documentaire pour qu'on se rende bien compte. Et je crois qu'après ces images et après ces témoignages, on a forcément la gorge nouée et on ne peut pas rester les bras ballants. Donc je vais passer maintenant la parole à Justine Massika Biamba, qui est coordinatrice de Synergie des femmes pour les victimes des violences sexuelles en RDC. Merci beaucoup, madame. Pour nous qui sommes actrices, ils nous violent aussi. Il y a de mes collègues qui ont été violés et devenir enceintes suite au viol. Il y a de mes collègues qui ont été tués. Il y a de mes collègues qui ont été arrêtés arbitrairement. Et nous sommes toujours poursuivis, nous sommes toujours menacés chaque jour. Et d'ailleurs, l'année passée, je viens de passer au moins 9 mois à l'extérieur de la RDC, puisqu'il y avait des rebelles ou des militaires qui ont encerclé ma maison et ils ne voulaient pas vraiment que je puisse avoir la vie sauve. Mais Dieu merci, je ne sais pas par quel miracle, je suis sortie et je suis encore à vie. Donc, en parlant du contexte, je crois que la situation n'est pas facile pour nous qui travaillons pour ces femmes et même aussi pour la femme, puisque aujourd'hui, je dirais, il est très dangereux d'être femme à l'est de la RDC que de se retrouver nulle part au monde. Quant à ce qui concerne ce que nous faisons, l'implication de la femme, je dis que c'est avec beaucoup de difficultés que nous travaillons, mais quand même, on continue à travailler. Et ce que nous faisons, c'est d'abord nous nous impliquons dans la sensibilisation. On sensibilise les communautés surtout sur la prévention des violences sexuelles faites aux femmes et la protection des femmes victimes de violences sexuelles. Comme l'a dit l'ambassadrice de France Liberté, il est vrai que aujourd'hui c'est difficile, mais nous disons que puisque la femme elle est violée, moi je dis qu'elle est victime 2 ou même 3 fois. D'abord, elle a été abusée sexuellement. Par la suite, elle est rejetée par sa communauté. Et en plus, elle n'a rien comme revenu. Donc, nous disons que la communauté, puisque c'est un problème social, ça ne touche pas seulement les femmes. Puisque les femmes sont violées en présence de leur mari, on oblige aux enfants de violer leur mère, on oblige aux pères de violer leurs filles. Donc, c'est ça le contexte, c'est un problème très sérieux. Donc, nous essayons de sensibiliser toute
la communauté, surtout pour qu'elle s'implique dans la prévention de ces violences sexuelles, mais aussi de protéger la victime, puisque la victime a besoin de l'aide de sa communauté pour se refaire du traumatisme vécu. Notre analyse et du point de vue que nous retenons est en rapport avec l'ampleur du drame que les populations civiles congolaises connaissent en général et les femmes congolaises en particulier. Il y a lieu de dire que toutes ces mesures qui sont prises récemment, ces mesures pourraient mener à bien dans la recherche de la paix en RDC, mais à condition de prendre d'autres mesures spéciales. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la phase commentaire et je vais donner la parole au représentant permanent de la France, M. Nemchinov. Je voudrais dire quelques mots tout d'abord pour remercier les organisateurs de cet événement parallèle, comme on dit en français, la Fondation France Liberté, bien sûr, son ambassadrice, Mme Trier-Veller, que nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui parmi nous au Palais des Nations, ici à Genève, la FIDH, le Forum international sur les droits humains, l'Organisation internationale de la francophonie et Human Rights Watch. Les témoignages qui nous ont été apportés grâce au débat et aux films, aux intervenants, sont particulièrement durs. Il est impossible, bien entendu, de ne pas être bouleversé par tant de souffrances. Et face à ces crimes, il est impossible de rester sans rien faire. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est que la France est résolument engagée au plan international pour lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes en général. Il y aura d'ailleurs des side events sur ce sujet-là au cours de cette session, mais aussi en particulier en RDC. Cet engagement est pris au plus haut niveau de l'État. Le président de la République a exprimé sa préoccupation très forte sur la situation des droits de l'homme en RDC à l'occasion de son déplacement à Kinshasa en octobre dernier, lors du sommet de la francophonie. Et très concrètement, depuis 2012, nous avons fait de gros efforts pour soutenir des projets financièrement, des projets destinés à lutter contre les violences sexuelles et à favoriser la réinsertion socio-économique des femmes qui ont été victimes de ces violences. Alors, par exemple, nous avons financé des ONG actives dans le domaine de la lutte contre l'impunité sur ces questions-là. Et nous avons financé également des centres de santé dans les Kivu. Et nous devons aider tous collectivement la RDC à faire davantage pour lutter contre les crimes sexuels. Nous devons soutenir en particulier les efforts de la représentante spéciale du secrétaire général pour les violences sexuelles dans les conflits, Mme Bangoura, qui agit de manière déterminée auprès des autorités congolaises, en partenariat avec elles. Elle a ainsi signé le 30 mars dernier avec le Premier ministre un communiqué qui reconnaît d'une part les efforts accomplis par la RDC pour lutter contre ces violences sexuelles avec l'amélioration du cadre normatif, la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre l'impunité. Et dans ce communiqué, il y a aussi des engagements pour l'avenir, des choses à faire. Alors des choses à faire, ce sont des choses concrètes, comme améliorer le dispositif de contrôle des forces armées pour éviter de réincorporer ou d'incorporer dans ces forces armées des personnes qui ont été incriminées, impliquées, dans des violences sexuelles. C'est aussi accélérer la formation des forces de sécurité dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles. Et c'est bien sûr lutter contre l'impunité et enfin renforcer des dispositifs d'assistance médicale, psychosociale et judiciaire pour aider toutes ces femmes à revenir dans la société. Deuxième piste d'action au plan international, c'est continuer à soutenir l'action des Nations Unies en RDC et plus particulièrement l'opération de maintien de la paix, vous en avez parlé, et le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Alors vous savez que la France a toujours essayé de jouer un rôle actif pour mobiliser le Conseil de sécurité sur la question de la situation en RDC. La protection des civils est désormais au cœur du mandat qui a été confié à la MONUSCO pour réduire la menace qui pèse sur les populations civiles. Et nous devons aussi soutenir sans réserve l'action que mène avec la MONUSCO le Haut Commissariat aux droits de l'homme sur le terrain, au plus près des populations. Et comme vous le savez, le Haut Commissariat, dirigé par Mme Pilet, mène un important travail d'enquête et d'analyse dont il s'efforce de rendre compte périodiquement. Et ces rapports sont évidemment très importants car elles témoignent, elles dénoncent les violences sexuelles. Le Bureau des Nations Unies a par exemple établi une liste de 3000 criminels
avec des noms qui permet d'éviter que ces personnes ne soient redéployées ailleurs. Et c'est par ce genre d'initiative concrète qu'on peut arriver à endiguer ce phénomène. Face à cette violence-là de l'amour, mais je crois qu'il faut aussi refuser l'impunité. Il faut avoir le courage de dire que ce qui se passe quotidiennement est inacceptable. En effet, rien qu'en République démocratique du Congo, vous l'avez mentionné vous-même, depuis le début de cette guerre, plus de 500 000 femmes ont été victimes de violences sexuelles. Plus de 1000 femmes chaque mois sont victimes de ces violences-là. Et on sait malheureusement, Madame l'ambassadrice, que 20% de ces femmes sont malheureusement HIV positives. Sont donc des femmes qui sont positives et qui vont malheureusement, parce que la plupart d'entre elles n'auront pas accès aux services de santé, vont donner naissance à des enfants qui seront positifs. Et donc, ce combat-là, nous devons le mener ensemble. C'est un combat qui nous interpelle tous. Et il faut surtout aussi se rappeler que le problème n'est pas seulement physique, comme il l'a montré, il est psychologique. Comment mesurer l'impact psychologique sur les femmes et surtout les jeunes filles qui ont passé toute leur vie dans la peur? La situation des droits de l'homme dans la région des Grands Lacs, et en particulier dans l'est de la République démocratique du Congo, est pour la Belgique une source persistante de préoccupation. Mon pays a avec constance insisté sur l'absolue nécessité de mettre fin à toutes les formes de violence, en particulier celles qui visent les femmes et les jeunes filles. Il œuvre infatigablement en ce sens. Il s'investit aussi autant que faire se peut à soulager les souffrances causées. Le docteur Mukwege, en particulier, qui a reçu le prix des droits de l'homme des Nations Unies, est pleinement soutenu par la Fondation Roi-Baudouin depuis de longues années. Je voudrais ici porter hommage à tous ceux qui travaillent à secourir les femmes en détresse avec lui ou comme lui. Chers collègues et amis, les récents développements de gestion de crise donnent espoir que peut-être les choses vont changer. Il faut se réjouir de la nomination de Mme Mary Robinson comme envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Il faut aussi considérer la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba comme une avancée significative pour une solution durable à la crise dans la région. Il est essentiel que la communauté internationale demeure engagée afin d'enjoindre toutes les parties à mettre en œuvre leurs engagements au terme de l'accord. La récente visite dans la région du secrétaire général des Nations Unies accompagné du président de la Banque mondiale et de Mme Robinson est un excellent signe à cet égard. Mon pays se félicite en outre de la volonté de Mme Robinson de mettre l'accent sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de l'accord d'Addis. À cet égard, la mise en évidence du rôle des associations de femmes nous paraît des plus pertinentes. Nous pensons que la solution devra, in fine, être politique, mais que cela n'exclut pas l'usage légitime de la force militaire pour qu'elle advienne. Nous estimons aussi que la solution trouvée par les partis ne devrait pas récompenser la rébellion et encore moins conjurer l'usage de violence. Au chargé d'affaires de la République démocratique du Congo, M. Sébastien Muton, qui a demandé la parole. Merci Madame pour la parole. Je tiens d'abord à exprimer ma reconnaissance à l'ONG France Liberté et à son ambassadrice pour leur engagement en faveur des femmes violentées dans l'Est de la République démocratique du Congo. La persistance des viols, des violences sexuelles à l'Est de la RDC est une conséquence de la guerre nous imposée de l'extérieur. C'est donc un phénomène qui doit être situé dans le contexte de guerre et d'occupation étrangère. À ce sujet, je voudrais faire les observations suivantes et quelques commentaires. Première observation, ce sont les populations congolaises qui sont victimes de violations des droits de l'homme et de violences sexuelles qui sévissent à l'est du pays à cause de la guerre.
80% des viols sont dus à la persistance de l'instabilité et à la récurrence de l'insécurité dans ce coin du pays. De ce point de vue, la République démocratique du Congo est demandeur de la fin de l'impunité. Ainsi, le débat sur l'impunité des crimes qui se commettent à l'est de la RDC doit s'inscrire dans le cadre d'un débat général impliquant les pays considérés comme étant à l'origine de la guerre dans cette partie du territoire national. Car ce sont ces pays que nous connaissons tous qui sont les premiers responsables de cette situation. Ce sont eux des auteurs directs ou indirects de ces viols. Donc, on ne peut prétendre mettre fin à ce fléau des viols, c'est-à-dire à cet épiphénomène, sans traiter du phénomène lui-même, qui est bien connu. C'est la guerre, c'est l'agression, ce sont les rébellions, ce sont les mutineries, ce sont les groupes armés financés par les pays voisins et les multinationales occidentales bien identifiées. Si le diagnostic de fait est défectueux ou superficiel, les résultats ne seront qu'inefficaces. Nous devons donc tous conjuguer nos efforts pour nous en prendre à ceux qui nous provoquent, à ceux qui provoquent la guerre. Deuxième observation, on a souvent tendance à dire que c'est la RDC qui est responsable de cette situation. C'est inexact. C'est une question régionale. Par conséquent, un problème international. Car il y a bien implication des pays et des groupes armés étrangers. Les différents rapports de l'ONU ont clairement établi les responsabilités des uns et des autres. Alors, la communauté internationale devra considérer le problème dans sa globalité. Troisième observation. Pendant que la RDC punit ces militaires responsables de viols, les rebelles auteurs des mêmes faits sont protégés dans les pays voisins. La préoccupation de la communauté internationale devrait être de contribuer à l'arrestation de ces rebelles qui sont cités dans les rapports de l'ONU. L'impunité, c'est d'abord cela. Les pays voisins doivent livrer à la justice internationale tous ceux qui se sont réfugiés chez eux. Parmi eux, il y a lieu de citer notamment les colonels Sultan Makenga, Baudouin Garouye, Innocent Zimurinda et Innocent Kaïna. S'agissant de l'action du gouvernement congolais dans le cadre de la lutte contre l'impunité, j'aimerais faire un commentaire là-dessus. Cette action se situe sur le plan interne, d'une part, et au plan international, d'autre part. Sur le plan interne, les militaires congolais de FARDC, soupçonnés des cas de viol, sont arrêtés, poursuivis et condamnés une fois leur culpabilité établie. À titre d'illustration, je peux évoquer les cas de viol commis à Minova et à Saké en novembre 2012. À ce jour, après les enquêtes menées par l'auditorat militaire de Bukavu, une information judiciaire a été ouverte à charge d'une douzaine d'officiers. Les audiences dans le cadre du procès du général Kakwavu se poursuivent également. Par ailleurs, les tribunaux militaires de la garnison de Goma organisent actuellement des audiences foraines pour juger les militaires auteurs de violations des droits de l'homme. Parmi les actions entreprises par la RDC pour mettre fin à l'impunité, on peut relever le processus de faire voter une loi par le Parlement afin de créer les chambres spécialisées mixtes. Celles-ci initieront des actions judiciaires susceptibles de lutter contre l'impunité tant décriée.
Sur le plan international, il convient de rappeler l'exemplarité de la RDC en matière de coopération judiciaire. En effet, la RDC est le premier État parti au statut de Rome de la CPI à avoir procédé au transfèrement à cette juridiction de ses ressortissants poursuivis du chef d'infraction relative aux violations des droits de l'homme. Il s'agit pour mémoire de M. Thomas Lubanga, Mathieu Ngudjolo, Germain Katanga et Bosco Tanganda. Pour renforcer et élargir davantage son action dans la lutte contre l'impunité, la RDC, à côté des mécanismes judiciaires classiques, a institué d'autres mécanismes non juridictionnels à caractère technique et consultatif, tels que l'entité de liaison des droits de l'homme et la Commission nationale des droits de l'homme. Les efforts du gouvernement congolais en ce qui concerne la répression des actes de viol ont été reconnus lors de la visite à RDC par Madame la représentante du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles en situation de conflit, Madame Bangoura. Toujours dans le cadre de la lutte contre l'impunité, vous vous rappellerez que le rapport Mapping de 2010 avait fourni des pistes d'investigation judiciaire afin de mettre un terme à l'impunité. Dans le cadre de la justice transitionnelle, il y a lieu de continuer à exploiter les propositions faites à ce sujet. Pourquoi pas, nous l'avons toujours réclamé, la mise en place d'un tribunal spécial sur la RDC et la région des Grands Lacs. Évidemment, l'exigence de justice implique celle de réparation. En conclusion, Madame l'ambassadrice, la guerre qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo est une guerre régionale, par conséquent internationale. La République démocratique du Congo en est la victime et non le bourreau. L'accord cadre d'Addis Abeba du 24 février 2013, malgré ses limites et ses faiblesses, est explicite à ce sujet. Moi, je crois que lorsqu'on fait une analyse, on monte un film, on mène des enquêtes, on doit bien expliquer à la communauté tant nationale qu'internationale les sources de ces comportements. Tout Congolais le sait que le viol a été utilisé dans notre pays comme arme de guerre. Tout Congolais le sait que le viol en masse qui est commis dans notre pays a été exporté provenant d'un pays voisin que nous connaissons. C'est à partir de l'entrée sur le territoire national congolais de troupes étrangères que ce comportement de viol en masse a été appliqué. Alors pour revenir au cas de ces militaires-là qui commettent des viols en masse, je dois signaler, et ça personne ne va me le contredire, notre armée est le résultat par exemple de ces brassages, ces mixages. Et ce sont ces éléments-là qui viennent des groupes armés, ainsi de suite, qui ont été sous l'égide de ces différentes armées étrangères-là qui ont exporté ces comportements sur notre territoire, qui essaient de commettre ces actes-là de manière isolée au niveau de certains troupes. Parce que si c'était le fait de notre armée, pourquoi ces viols ne se commettent pas à l'ouest, au centre ou au nord du pays? Ça ne se commet que sur cette partie où ces genres de militaires-là ont refusé, à un moment donné, quand on a fait les mixages et les brassages, d'être déplacés sur d'autres contrées du territoire national. Et ici, je dois rappeler, parce qu'on a parlé de la justice, les gens ont été jugés à Uvira, les gens sont en train d'être jugés à Bukavu. Il y a des gens qui sont en train d'être jugés au Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu. C'est militaire. Alors, on veut encore qu'on puisse faire quelle sorte de justice. Mais le film que nous avons suivi, apparemment c'est un film qui s'est beaucoup plus centré sur les forces armées de la RDC. Mais ils ont oublié que les viols sont commis partout où existent les groupes armés appuyés par les armées étrangères des pays voisins. Et c'est là que d'ailleurs le grand pourcentage est commis. Les faits isolés de
de nos forces armées, c'est ça qui a été brandi. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que je ne suis pas du tout d'accord qu'on puisse utiliser les viols commis en République démocratique du Congo comme un fonds de commerce.